Avec Villemur, ce n'est pas du réchauffé. Oh non, que c'est pas tiède. Oli, toi, t'as été à l'école secondaire. J'ai été à l'école, oui. Ouais, t'as fait ton parcours, t'as été normal. Là, Je suis normal. T'es pas grandi dans le jungle. Y avait-tu des armes à l'école quand t'étais élève, étudiant? Des armes? Je pense qu'il y en avait. S'il y en avait, je ne le savais pas. Mais je suis convaincu qu'il y avait... Surtout, moi, c'est niaiseux, c'était au primaire. Okay? Là, on est jeunes, là. Mais je sais que c'est comme ça aussi dans certaines villes aujourd'hui. Tu sais, des jeunes qui amènent certains items en pensant que c'est cool ou en pensant que c'est... Mais que ça devient dangereux. Il suffit d'une chicane et un crayon bien aiguisé peut rapidement devenir une arme. Là, tu sais, là, je niaise un peu, mais c'est vrai que j'en ai déjà vu des petits canifs, surtout, ça venait. Mais c'était rarement, pour être bien franc, dans un contexte de violence. C'était beaucoup plus, hey, regardez ce que mon père a ramené. Là. Regarde son petit couteau de chasse. Et là, par la suite, ça faisait confisquer l'objet. Non, parce que dans quelques secondes, on va parler avec le président de la Fédération québécoise des directions d'établissement et un ancien policier. Le Devoir a ramassé des chiffres. C'est 700 armes qui ont été saisies dans des écoles depuis 2021. Et ça, c'est sans les chiffres, et c'est là que ça devient... Parce que 700, on se dit 700, c'est beaucoup quand même, là. 2021, on est en 2026, 5 ans, 700 divisé par 5, ça fait... Je ne serais pas capable de faire ce calcul-là. Jet lag. Mais 700, c'est pas ça, là. C'est sans les chiffres du SPVM et du SPVQ. Donc, on n'a pas les chiffres de la police de Montréal, ni les chiffres de la police de Québec. Donc, on a les chiffres de certaines autres villes autour, mais les deux plus grosses villes du Québec, là où il y a le plus d'élèves, on n'a pas leurs chiffres. Donc, on parle d'un véritable phénomène. On parle d'une véritable catastrophe. Donc, en gros, ce chiffre-là veut absolument rien dire. Ben, en fait, il veut déjà dire beaucoup de choses. En fait, c'est plus comme ça. Il veut déjà dire beaucoup de choses, mais c'est encore pire que ça. Donc, des armes artisanales, des fausses armes également, donc des gens qui font semblant d'avoir une arme, donc un faux fusil. Mais ça, c'est saisi, là. Si vous avez un faux fusil, là, puis que vous sortez comme ça parce que vous vous chicanez, puis vous voulez faire peur à la personne avec qui vous vous chicanez, c'est clair que la police arrive, là. C'était à Magog, je pense, c'est il y a 2 semaines ou la semaine dernière. Bref, c'était Max Delan qui nous en avait parlé. Il y a eu une fusillade de fusils à air comprimé à l'école avec des balles de plomb. Et ça a blessé gravement, bien entendu, 2 élèves en particulier lors de cette situation-là. C'est dans le coin de Magog. Ben non, regarde, l'année scolaire est presque terminée, mais on va quand même parler de ça parce que c'est très important. Si on peut peut-être régler le problème durant l'été pour revenir à l'automne avec ce problème-là en moins. On retrouve Francis Côté, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement, et Stéphane Wall, superviseur retraité au SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. Bonjour, messieurs. Bonjour. Oui. Je vais commencer avec vous, Francis Côté. On parle de on va commencer depuis le début, là. C'est quoi le type d'armes qu'on saisit? Là? Vous êtes à la Fédération québécoise des directions d'établissement. Je pense que vous connaissez un peu le sujet. Effectivement, souvent des armes blanches, souvent des armes qu'on va ramener de la maison, des lames quelconques, souvent beaucoup plus d'armes blanches. C'est nommé dans l'article d'ailleurs que des armes à feu en tant que telles, ça a été quand même quelque chose de très, très rare, mais surtout des imitations d'armes et des armes blanches pour faire peur, pour ne pas craindre un conflit, pour s'imposer, pour épater. Mais souvent, malheureusement, c'était une arme, même si le jeune n'avait pas l'intention de s'en servir, c'était quand même une arme qui était amenée à l'école. Puis le profil de ces élèves-là, parce qu'on imagine davantage des garçons que des filles. Est-ce que c'est des jeunes qui sont issus de l'immigration aussi? Parce qu'on entend beaucoup parler de ça, là, de violence dans les cours d'école, sur la Rive-Sud, à Montréal. Si on veut régler le problème, il faut le nommer. Qu'est-ce que vous savez, vous, là-dessus? On a peu de statistiques sur maintenant la nature, religion, peu importe, des jeunes. On sait que c'est des contextes particuliers au niveau des villes, des plus grandes villes, bien entendu. Il y a le phénomène des gangs de rue, il y a le phénomène de confrontation entre gangs, de prendre sa place dans une polyvalente. Il faut comprendre qu'une polyvalente, souvent, c'est un microcosme, c'est une société en soi, et on a besoin de s'imposer pour faire sa place. Donc oui, assurément, plus de garçons à ce niveau-là. Au primaire, je vous dirais que oui, un petit peu de ça. Principalement, c'est de la naïveté. Je n'avais pas l'impression que je voulais m'en servir ou je voulais simplement le montrer à des amis. C'est un peu plus qu'on se trouve du côté du primaire, mais nécessairement, il va falloir documenter un petit peu plus loin pour voir si on peut tirer des conclusions sur un type d'individu en particulier. Stéphane Wall, des jeunes, des fois, quand ça a 15 ans, 16 ans, ça se promène avec
une arme ou même une fausse arme, puis là, ça se fait prendre, puis là, la police arrive. Des fois, ça dit, non, mais c'est parce que moi, je savais pas que c'était grave. Est-ce qu'il y a une majorité de ces jeunes-là qui sont inconscients, ou alors il y a une véritable majorité de jeunes qui sont engagés dans un cycle de criminalité qui s'arrêtera pas là, si on les arrête pas tout de suite? C'est quoi le profil de ces jeunes-là? En fait, je dirais de un que c'est un phénomène qui a toujours existé, des jeunes qui amènent certaines armes à l'école, des armes blanches. Dans mon temps, ça existait aussi. La différence majeure, c'est le nombre de jeunes qui amènent des armes pour soi-disant se protéger. Donc, c'est accessible facilement, les pistolets à plomb, les limitations d'armes. Puis c'est valorisé aussi dans la culture par les vidéos, d'intimider, de se montrer fort, le pouvoir, la force par les armes, d'exhiber ça. Et quand on parle d'interaction avec les policiers, ce qui est important de sensibiliser les jeunes, c'est à l'effet que les policiers, eux autres, qui sont appelés, exemple, pour des jeunes qui ont exhibé une arme sur la rue ou autour d'une école, les policiers ne savent pas si c'est une vraie arme ou si c'est une arme factice, parce que les armes se ressemblent beaucoup. Donc, si tu as un jeune là, qui veut jouer au caïd d'une manière, directe ou peut-être en blague, mais c'est parce que les gens qui sont autour voient une arme à feu exhibée, et les policiers qui vont arriver là vont agir comme si c'était une vraie arme. Donc, les jeunes vont se retrouver au sol, vont se retrouver pointés par des armes à feu des policiers, parce qu'ils ne peuvent pas valider si c'est une vraie ou pas. Donc, il y a un risque associé à ce genre de comportement-là. Et malheureusement, des fois, ça peut déraper. Donc, c'est important que les jeunes soient sensibilisés à l'effet de ne jamais amener d'armes, de ne pas s'en procurer, puis surtout de ne pas les exhiber dans des endroits publics, parce qu'il peut arriver des incidents malheureux avec les policiers. Olivier? Oui, bien là, c'est parce que je voyais un commentaire de Claude de Mont-Saint-Grégoire, 187 Cube Radio. Il dit « Dans mon temps, les jeunes avaient des nunchakus. On se blessait plus nous-mêmes avec ça, dit à la blague. » Mais là, c'est parce que je regardais aussi l'article du Devoir, là, puis la surveillante qui constatait, en fait, ce jeune avec une arme à pétard sur lui, là, et je la cite, « En regardant les caméras, on aperçoit qu'un autre élève détenait l'arme et la pointait vers ses amis en riant. » Peut-être une question pour Francis Côté. De votre côté, là, vous qui êtes président de la Fédération québécoise des directions d'établissement, est-ce qu'on exagère un petit peu, là? Même si Stéphane Wall est là. Est-ce qu'on exagère un petit peu sur cette gestion-là des armes, peut-être aussi, dans certains cas, des jouets? On peut pas exagérer parce que je rejoins M. Wall. Quand on a une procédure mise en place pour, en cas de confinement barricadé, on se demande pas le risque d'une arme factice. À partir du moment qu'on a un doute, on doit faire l'opération et c'est extrêmement exigeant pour le milieu scolaire. Je dirais, le terme traumatisant, je ne sais pas, mais c'est une expérience qui n'est pas évidente d'être confiné, de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe dans l'établissement pendant des heures jusqu'à ce que les vérifications se fassent. Il n'y a pas de chance à prendre. Donc, effectivement, est-ce que c'est un phénomène, c'est un fléau et on a toutes les semaines de ce genre de situation-là dans les polyvalentes? Absolument pas. Mais est-ce qu'on doit les prendre au sérieux, factice ou pas? Il n'y a aucune chance à prendre de ce côté-là. Stéphane Wall, le rap, ça c'est, vous en avez parlé tantôt, dans les clips, on voit des armes, puis des fois on se dit comment c'est qu'ils ont trouvé ça, ces armes-là, c'est-tu des vraies armes? Il y a des jeunes qui les ont dans les mains. Ça c'est relativement différent parce que si on reprend la phrase de Claude, dans mon temps, c'était peut-être pas du rap qu'on écoutait, puis il n'y en avait pas d'armes dans les clips. Là. C'est très propre à la culture rap, les armes. En fait, encore là, je vais faire attention. Je fais toujours attention au choix des mots parce que à la base, peut-être que les gens ne savent pas, mais moi, quand j'étais jeune, je faisais partie des premiers breakers. Donc, j'écoutais de la musique rap. Donc, j'aime certaines chansons de la culture hip-hop. Donc, je suis pas fermé du tout à ça. Mais il y a effectivement une banalisation qui est faite par certains rappers, certains vidéos. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une culture qui s'appelle le gangster rap, où ce qu'on va valoriser la violence armée, l'exploitation sexuelle des jeunes femmes. Ça aussi, on a déjà vu des vidéos, exemple de rockers célèbres avec des jeunes femmes qui s'exhibent. Mais dans la culture rap, c'est vraiment une redondance. Il faut montrer qu'on a des bijoux, il faut montrer qu'on a des armes, il faut montrer qu'on exploite des femmes. Et ça laisse des traces dans l'inconscient, qu'on le veuille ou non, d'une certaine jeunesse.
il va se dire, ben c'est ça que je veux reproduire. Et cette banalisation des armes à feu, ben on l'amène dans la rue, on l'amène dans la vraie vie, puis on adopte les codes d'une certaine culture gangster rap, et malheureusement, des fois, ça va mal se terminer dans des situations là, à risque. Moi, je rejoins aussi les propos de votre interlocuteur. On parle des fois de signalements de tueurs actifs ou de personnes armées dans des écoles. J'ai enseigné, c'était un de mes dossiers au SPVM que je coordonnais, le dossier tueurs actifs. Les policiers ne peuvent pas prendre aucune chance lorsqu'ils ont un signalement, lorsqu'il y a un confinement, pour s'assurer que l'endroit est complètement sécuritaire avant de remettre aux autorités. Et les jeunes doivent être conscientisés à ça, là, toute cette effervescence-là, où est-ce que ça peut mener. Puis peut-être que c'est pas assez fait. Ouais, Francis Côté, en terminant, je vais vous citer Mohamed Mimoun, qui est un coordonnateur au Forum Jeunesse de Saint-Michel. C'est quelqu'un qui travaille avec des jeunes qui ont des problèmes ou pas. Mais quand on lui demande à cet homme-là d'expliquer ce phénomène-là, il dit les jeunes nous disent, puisque l'adulte n'arrive pas à trouver une solution, moi, ce que je veux, c'est me procurer une arme et je veux que ça se sache. Là, on est devant la faillite complètement de la responsabilité des adultes par rapport à certains adolescents, certains enfants même. On a donc des adolescents et des enfants qui, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, qu'ils soient dans le tort ou pas, se sont quand même convaincus d'une chose, c'est que l'adulte ne peut pas les aider et n'est pas là pour eux. L'adulte, c'est vous, là aussi. Là. C'est vos directeurs, c'est vos employés dans les écoles. Comment vous réagissez quand vous entendez ça? Ben, c'est certain que je rejoins un petit peu un élément qui est cité dans l'article, c'est-à-dire si on mentionne aux élèves ou le message qu'on diffuse, c'est que le milieu n'est pas sécuritaire. Tu as 1000 élèves d'une polyvalente, 120 membres du personnel, les autres, ils n'auront pas l'impression que c'est les membres du personnel qui vont les protéger. Ils auront besoin de s'équiper en fonction d'un climat qui est toxique, qui est dangereux, qui n'est pas sécuritaire pour eux autres. C'est naturel, il ne faut pas aller vers ça. Il faut que ce soit un travail de collaboration avec le communautaire, les policiers, le milieu scolaire et particulièrement à la maison. Il faut ouvrir les cellulaires des enfants, il faut voir qu'est-ce qui est écouté, il faut fouiller dans les sacs quand ils traînent sur le bord de la porte. C'est pas vrai que c'est le jardin secret des adolescents qu'on n'y touche pas. Une relation saine parent-enfant, c'est de fouiller, c'est d'être au courant de ce qu'il y a dans la vie de notre enfant. Et l'école doit faire partie de ça et l'ensemble de la communauté doit faire partie de ça pour fournir un milieu sécuritaire et que le jeune n'ait pas l'impression qu'il a besoin de partir avec une arme le matin à l'école avec sa boîte à lunch. Francis Côté, Stéphane Wall, merci messieurs. Merci beaucoup.